Bonjour chers auditeurs, c'est Monsieur Augier en direct du CDI pour le collège Charles-Aune-Rieu. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la présence de 5 musiciens fabuleux qui font partie du dispositif Musiciens au collège mis en place par l'Opéra de l'Odéon de Marseille. Je voudrais que chacun d'entre vous se présente peut-être et nous évoque quel instrument il pratique. Bien bonjour, je suis Valentin et je joue la clarinette au sein de l'orchestre de l'Opéra de Marseille. Bonjour, je suis Hélène et je joue du violon à l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Waouh. Bonjour, moi c'est Cécile et je joue aussi du violon à l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Bonjour, François, violoncelliste également à l'Orchestre Philharmonique de Marseille. Bonjour, Frédéric. Je joue aussi dans le même orchestre que mes petits camarades. Merci pour ces présentations. Juste pour rappel, on avait eu le feu vert du département, du collège, du dispositif musicien au collège et de l'opéra pour initialement faire venir donc, tout l'orchestre au nombre de 55 musiciens l'année dernière. Et puis il y a eu un petit virus qui est passé par là et qui a rendu la chose pas possible. On a réussi à retomber sur nos pattes avec une proposition de musique de chambre, donc ce que vous avez commencé à proposer ce matin. Et donc on est le jeudi 25 mars de l'an 2021. Et vous allez redonner un concert cet après-midi en présence des classes de 6e. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire un peu plus sur les morceaux qui sont joués et puis cet particularisme de la musique de chambre peut-être ? Alors, ce qu'on appelle musique de chambre, c'est tout simplement quand l'effectif de musiciens est en nombre réduit. Alors, ça peut être un trio, 3 musiciens, un quatuor, 4, et aujourd'hui 5 musiciens, donc, puisqu'on a un quatuor à cordes et une clarinette. Donc, au total 5. Et le concert que nous donnons ici au collège aujourd'hui fait entendre une œuvre donc, pour clarinette et quatuor à cordes de Mozart, qui est donc le quintet pour clarinette et cordes. Et puis un petit extrait d'un quatuor à cordes de Verdi. Très bien. Et du coup, est-ce que si on fait une musique à 8 musiciens, c'est plus considéré comme de la musique de chambre ? Est-ce qu'il y a c'est normé ? Si, c'est toujours considéré comme de la musique de chambre et je dirais que ce qui fait surtout la différence, c'est est-ce que les musiciens sont dirigés ou non par un chef d'orchestre ? C'est-à-dire que dès lors qu'on va avoir la présence d'un chef d'orchestre devant l'orchestre, on peut considérer que c'est plus de la musique de chambre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, on a eu un échange avec la première classe ce matin qui vous a posé quelques questions, et puis après, ils sont venus m'en proposer d'autres justement pour ce podcast. On en a eu une ce matin qui, je trouve, est intéressante à être reposée ici. C'est qu'est-ce qui fait que par magie, vous parveniez tous à être en harmonie ? Qui fait que tout sonne beau, juste et en place. On hésite à qui Bien, prend la écoutez, parole. déjà nous sommes tous des musiciens professionnels, contents de faire de la musique de chambre, et puis pour l'harmonie parfaite, entre guillemets. Il y a beaucoup de travail, mais comme l'a expliqué ce matin Valentin, ce qui compte d'abord, c'est de respecter le texte musical. Ça, c'est déjà un énorme pas. Donc la partition. La partition Ouais, en elle-même. Alors, il faut que chacun soit capable, évidemment techniquement, mais ça c'est notre métier, on pratique ça depuis longtemps, d'être très très rigoureux sur sa partie propre. Et ensuite, le travail collectif commence dans la mesure où on va échanger nos idées dans le travail sur ce qu'on pense de la partition, la manière dont on la sent, dont on la comprend. Et puis on finit par obtenir une espèce de consensus sur les directions à prendre ou sur quelle partie est plus importante que l'autre ou que faut-il faire ressortir pour que le discours musical soit cohérent et le plus beau possible, enfin en tout cas le D'accord. plus Et donc efficace. le chef d'orchestre, c'est celui qui va justement rendre tout ça encore plus cohérent et faire que l'harmonie va être encore plus Exactement. Alors le efficace. problème du chef d'orchestre, comme le disait Valentin tout à l'heure, c'est que le nombre de musiciens est vraiment beaucoup plus important. Et le rôle des bons chefs et des grands chefs, c'est justement de fédérer tout le monde et de mettre en avant leur vision d'une œuvre
pour en faire quelque chose de magistral, que tout le monde soit d'accord et que tout le monde aille dans la même direction. Je vous avoue que c'est pas facile, mais quand le résultat arrive, ça peut devenir très vite magique. D'accord. Il y a eu une question aussi ce matin qui concernait, qu'on m'a reposée, qui concernait vos diverses formations et parcours. Et ça a été l'occasion de se rendre compte que c'est des métiers qui ne sont pas tout à fait comme les autres quand même, où les formations sont très longues. Et j'entends par là, on ne fait pas 5 années de conservatoire et pouf, on devient ostéo, ça ne suffit pas. Et c'est souvent un peu plus. Effectivement, c'est des formations qui sont longues, mais il faut tenir compte du fait aussi que c'est des formations qu'on débute en général assez jeunes. Voilà. C'est-à-dire la plupart du temps, des instruments classiques, des instruments à cordes s'apprennent à partir de l'âge de, on va dire, une moyenne standard 7-8 ans, mais ça peut être bien plus tôt. Hein, il n'est pas rare de voir des élèves commencer le violon à 4 ans, hein, voilà. Mais bon, réellement, on commence cet instrument très tôt. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum une bonne dizaine d'années d'études pour maîtriser son instrument et être un stade suffisamment avancé pour pouvoir pratiquer de la musique de chambre, de la musique d'ensemble de manière agréable. Après, professionnellement, c'est des concours. Donc, oui, pour rentrer dans de grands orchestres comme ça, c'est sur concours. C'est sur concours, voilà. Donc il y a un poste qui se libère, tel type de poste, à tel endroit, etc. On prépare ce qui est requis pour se présenter à ce concours, et puis on est recruté ou pas, et puis voilà, ça fonctionne comme ça. D'accord, très bien. J'ai une question pour... allez, Cécile, ça fait longtemps. J'ai une question sur les matériaux en fait, de vos instruments. Alors je trouve que pour les violons, ça tombe sous le sens. Est-ce que le bois utilisé pour créer l'instrument a un impact particulier sur le son? Est-ce que c'est important qu'il soit en érable ou en chêne du Japon? Je ne sais pas. Oui, c'est sûr, et surtout aussi l'âge du bois compte beaucoup. Ah. Et c'est vrai qu'un instrument ancien, enfin les plus connus par exemple Stradivarius, Guarnerius, qui valent très très cher, c'est aussi parce que le bois il a vécu, il est vieux et forcément ça sonne pas pareil qu'un violon récent, même s'il y a des violons récents qui sonnent très bien, mais c'est pas un violon tout neuf. Le bois n'a pas eu le temps vraiment de se façonner comme un instrument plus ancien. Donc oui, forcément ça c'est vivant, donc ça évolue et ça change beaucoup. Voilà, suivant le. D'accord. Sur le temps fait son travail. Tout à fait. Hélène, juste à côté. Alors celle-là, elle est pas mal. Hein. Pourquoi devenir musicien et pas autre chose? Ah oui. Alors ça. Je crois qu'en réalité, la question ne se pose même pas. Je crois qu'on le sait assez jeune souvent. Et dans mon cas, oui, très jeune, je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Presque une vocation alors, c'est presque écrit très très tôt. Quoi. Oui, j'aimais vraiment ça. Ça me plaisait de jouer et puis aussi de jouer avec les autres. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé jouer avec les autres. C'était une grande découverte justement de jouer à l'orchestre, de jouer en quatuor. J'aime beaucoup jouer avec les autres, depuis toujours. Très bien. Entre nous, pendant le repas, j'avais posé une question que j'aimerais reposer là sur la différence peut-être que vous pouvez ressentir entre les moments où vous jouez dans des grands ensembles, type philharmonique, symphonique, etc., ou au contraire dans des petits ensembles comme ça à 5 musiciens. Quel est votre ressenti par rapport à ça il doit y avoir des avantages dans l'un et l'autre, hein, Alors, tout à l'heure, vous posiez la question de qui était le chef d'orchestre, en quelque sorte, de manière abstraite, quand on joue en petite formation. Alors là, on essaye à tour de rôle, suivant celui qui va avoir le thème, de donner cet influx comme un chef d'orchestre dans une grosse formation. Et quand on est dans une grande formation, là, effectivement, il y a un chef d'orchestre. Et quelque part, il y a quelque chose de plus facile parce qu'on le suit. On lui fait confiance et on va suivre ses directives. Tandis que quand on est dans une petite formation, il faut qu'on donne le bon tempo, il faut qu'on donne le bon rythme, il faut qu'on donne le bon rythme. Et là, effectivement, il y a un chef d'orchestre. Et quelque part, il y a quelque chose de plus facile parce qu'on lui fait confiance et on va suivre ses directives. Tandis que quand on est dans une petite formation, il faut qu'on donne le bon tempo, il faut qu'on donne
le phrasé qu'on désire communiquer aux autres, qu'on ait tous la même idée de la musique. Alors qu'avec un chef d'orchestre, évidemment, on est tellement nombreux qu'il faut qu'il y ait une personne qui décide de cette direction à prendre. D'accord. Oui. Et en plus, ce qui m'avait aussi vraiment ébloui, c'était la respiration que vous preniez tous avant de commencer un morceau, et cette respiration suffisait à déclencher son départ. Et pour moi, c'est du Harry Potter. Il y a la baguette magique et pouf, ça arrive. Donc ça montre aussi une grande connexion entre vous, en fait, aussi des connexions par la présence physique, le regard, la concentration, atteindre le même but. Et c'était parfait. J'ai une dernière question élève qui me dit, est-ce que vous connaissez la chanson Toréador ? Je lui ai demandé si c'était dans le registre du domaine classique plutôt. Il m'a dit, oh oui, je crois. Bah, c'est ça. J'imagine que l'élève fait référence à l'opéra Carmen de Georges Bizet, où il y a donc l'air du Toréador. Ah, peut-être c'est ça, oui. Donc je pense que c'est ça, oui. Donc c'est dans le domaine classique, c'est l'opéra quasiment le plus joué dans le monde, un des ouvrages les plus connus de tous les publics, même les gens qui... C'est l'opéra le plus joué au monde. Ouais. Même les gens qui ne vont pas souvent au concert connaissent Carmen. Ça fait vraiment partie, voilà, de la culture occidentale en tout cas, puis maintenant complètement internationale. Très bien. Et alors, je voudrais juste signaler que si les élèves ou les auditeurs sont curieux, ils peuvent aller voir sur la page YouTube de l'Opéra de Marseille. Oui. Ils auront la chance de voir une petite vidéo qui avait été super bien réalisée par Cécile, ici présente pendant le confinement du printemps 2020, puisque nous étions censés jouer Carmen à l'Opéra de Marseille et que de fait la production a été complètement annulée. Oui. Et Cécile a eu l'idée, en fait, à la manière d'un petit théâtre de marionnettes virtuel, de résumer l'opéra Carmen en 5 minutes et en quelques extraits que nous avons tous enregistrés chacun depuis chez nous avec nos téléphones portables, nos ordinateurs, et ensuite elle a fait un travail incroyable de montage et de synchronisation des différentes parties pour avoir un mini Carmen virtuel pour remplacer la production. Je crois être tombé dessus. J'ai dû peut-être pas. Mais la chaîne de l'opéra est très bien faite. Il y a notamment des capsules sur les métiers en coulisses qui sont très pertinentes. Je conseille. On se dirige vers la fin. Est-ce que François, oui, tu pourrais nous évoquer ce qui, pour toi, fait la beauté et la grandeur de ton métier, et à la fois aussi peut-être pointer quelques difficultés? La beauté et la grandeur du métier, moi je dirais c'est la variété en fait. C'est que même si on est des interprètes qui sommes liés à notre partition, la partition qu'on a sous les yeux, dans notre quotidien, ça n'est jamais la même chose. Moi je suis musicien à l'Orchestre de l'Opéra depuis nombreuses années, j'ai même peine à le dire, ça fait 31 ans que je suis musicien la classe. à l'Opéra. La classe, je sais pas. Mais en tout cas, je ne me suis jamais ennuyé. Et pourtant, là on parle de Carmen, mais Carmen, moi je ne sais pas combien de fois j'ai joué Carmen, mais un certain nombre de fois, on doit peut-être se dire que c'est programmé tous les 3-4 ans. Ouais. Donc voilà, il faut faire le calcul. Donc les productions de Carmen, je pense qu'on en a vu pas mal, Frédéric. Et donc, mais c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose parce que c'est jamais le même chef. Les chefs n'ont pas les mêmes exigences, n'ont pas la même vision, les mêmes demandes. Même si c'est la même musique, on la joue jamais de la même manière. Et puis sur le plateau, il n'y a pas les mêmes chanteurs. Parce que quand on est musicien d'orchestre, de fosse d'orchestre, musicien d'orchestre lyrique, on a une relation particulière avec ce qui se passe sur le plateau, parce qu'on est à la fois distant, parce qu'on est dans notre trou, en dessous de la scène, on ne voit pas ce qui se passe sur la scène, on entend de loin, parce qu'on n'entend pas tout, la connexion elle est pas facile à avoir, et le lien c'est le chef, c'est lui qui fait le lien entre le plateau et la fosse. Mais malgré tout, ce qu'on entend, on entend des voix qui sont la plupart du temps superbes, qui sont impressionnantes et qui sont jamais les mêmes. Et le chant lyrique, ça nous apprend énormément à nous aussi sur notre manière de phraser sur l'instrument.
Et c'est une grande richesse, quoi. Donc, Ouais. la grandeur, je dirais que c'est ça. C'est que c'est jamais pareil et que c'est toujours très, très... On apprend plein de choses, quoi. Et le symphonique aussi, sauf pour le symphonique. Le symphonique, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que c'est toujours renouvelé. C'est toujours renouvelé, différent, c'est jamais pareil, Mm. c'est jamais pareil, jamais la même chose. Parce que Donc- les arrangements sont toujours différents suivant le. Non, parce que l'orchestration, la non. personne qui est en face de nous, qui va nous diriger, va nous demander des choses, Oui, des d'accord. choses différentes à chaque fois, et à chaque fois, on va avoir l'occasion de redécouvrir les œuvres. Et à aucun moment, je me suis dit, oh, on va encore jouer ce truc-là. En fait, c'est jamais pareil. Et puis en plus de ça, le répertoire est très vaste aussi. Hein. On découvre aussi, même après 30 ans de métier, des choses qu'on n'a jamais jouées. C'est tellement grand. Ok, merci beaucoup. Est-ce que déjà, moi je voudrais vraiment vous remercier parce que en ces temps de culture, de disette de culture, c'était très émouvant ce matin, ce premier concert. Je pense que pour vous aussi, on a un peu discuté. Pour vous aussi, ça faisait quelque temps que vous n'aviez pas rencontré votre public aussi, et c'était fort en chocolat. Bon, à l'approche de Pâques, on peut dire ça. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un point que j'ai pas abordé? Alors, je voudrais juste dire que on a parfois une vision peut-être de la musique classique comme quelque chose de peut-être moins accessible que ce qu'on va voir à la télé, à la radio, voire sur Internet, mais qu'il ne faut pas avoir peur quand on est enfant ou même plus grand de se dire tiens, on va aller voir ce qui se passe dans une salle de concert, on va aller voir ce qui se passe à l'opéra, on n'y connaît rien, mais on va faire cette expérience-là parce que effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui doit se vivre au moment présent avec des musiciens en chair et en os, pas derrière un écran de télévision ou d'ordinateur. Et donc voilà, dès que les salles vont pouvoir reprendre, je crois qu'il faut vraiment s'encourager, se dire ça, on l'avait encore jamais fait, et on va le faire. Pour la première fois, on va venir découvrir et on verra bien ensuite si ça nous plaît ou pas. Et je pense que c'est de là que peuvent partir. Pour moi, ça a été le cas. J'ai vu beaucoup de concerts depuis que j'étais enfant, et si j'avais pas vu tous ces concerts et découvert tous ces instruments en voyant les musiciens derrière en jouer, je serais peut-être pas venu à faire ce métier-là dans ma vie.